Alors, c'est vrai, voilà, on vient de passer une grande journée, Zot Hanouka, la dernier jour de Hanouka. Et puis, on vient de terminer la fête des Lumières. Et comme vous le savez, une fête ne se finit jamais. Elle se finit jamais, ça veut dire tout simplement que on vit encore avec les orotes, avec les lumières de cette fête. Ben, Hashem Adviat Mashiach. Donc, c'est évident qu'on n'est pas les mêmes. On n'est plus les mêmes. On a, on a vécu 8 jours merveilleux. Il y a eu des moments difficiles, on a commencé avec des moments très difficiles, et puis ces moments difficiles ont montré à quel point encore nous sommes le peuple du Nest, le peuple du miracle, et on continue à être ce peuple du miracle avec l'aide de Dieu. Et donc on va prendre notre étude, Hilchot Shabbat, avec comme d'habitude une petite introduction sur les événements que l'on vit, et dans les parachiotes que l'on vit, qui sont mamash d'une émotion extraordinaire, hein, c'est la vie de Yosef, les retrouvailles de Yosef avec ses frères. Je ne vous cache pas que en ce qui me concerne, chaque année, j'ai toujours le cœur serré quand je lis ces paragraphes. Pourtant, on relit, ben, tout ce que l'on apprend, toute cette attitude de dur, sévère, de Gvoura que Yosef a eu avec ses frères, c'est ça tout ça pour les pousser à faire tchouva, et comment lui-même n'était obligé de se contenir, parce que ça, Nirmuru Rachamav, il avait une pitié énorme de ses frères, mais il voulait être sûr que, bon, au Hachem, ils avaient rejoint le- les attitudes, les comportements d'un juif. Et parmi toutes ces péripéties, il faut revenir sur une, c'est le moment où il tombe dans le piège de Yosef. Yosef retrouve donc cette fameuse coupe et il dit donc que je ne peux pas vous libérer, vous êtes des espions comme je le soupçonnais. Et là, on voit la réaction des frères. Je vais vous lire les mots dans le Passouk, dans la fin de Parashat Miket. Chacun a dit à son frère, Aval, Hashemim, Anachnu. Aval, ça ne veut pas dire mais, ça veut dire émet. Nous sommes fautifs. Alachenu, Asher Hainu Tsarad Nasho, alors qu'on a vu les tsarot qu'il a endurés, alors qu'il nous suppliait. Alken Ba'alenu Atzara Azot. À cause de cela, hein, on a subi cette grande tsara. Et Reuven, sur cela, il dit des mots d'une gvoura extraordinaire, qui est vivement déconseillé dans les familles. Qu'est-ce qu'il dit Reuven? Vayan Reuven, itam les morts, halo amarti alechem, je vous l'avais déjà dit, les morts, al techataou beyeled, velo shmartem, vegan, vegan damo ine nidrash. Je vous l'avais dit, vous n'avez pas écouté. Alors, essayez de vous mettre en situation. Essayez de voir que dans une famille, des amis, plein qui fautent. Et ils sont tous en mouvement de tchouva et de regret. Et un d'entre eux dit, mais, ah, vous avez fait la faute, vous regrettez maintenant. Mais je vous avais prévenu, je vous avais dit. Est-ce que vous croyez que c'est une attitude normale de chesed, d'approche, une personne qui est en train de se repentir, qui est en train de regretter ses actes négatifs? Je lui dis, ah, mais je t'avais dit, il fallait pas le faire, je t'avais dit, je t'avais prévenu. Ouais, ah, merci, je croyais. Elle est prévenue, on a fauté quand même. C'est pas maintenant de vous rappeler qu'on a fauté, on est en train de confesser nos fautes. Alors, comment Rouven Tansadik, il a pu se permettre de parler de ça? C'est une question simple. Hein, quand on lit les psukim à l'Iba des Nafshé, on voit que c'est une histoire vraie, que c'est pas une légende. Alors on s'interroge. Comment le grand frère, comment il peut dire, ah, je vous l'ai dit, il fallait pas le faire, j'avais prévenu, ok, tu nous as prévenu, on a fauté, nous. Aide-nous maintenant à faire tout au lieu de nous accabler. Et le rabbi, dans sa profondeur, nous explique que Rouven, en fait, est quelqu'un d'extrêmement fin, d'extrêmement délicat. Il est en train de répondre à la réaction de ses frères.
Ses frères disent quoi? Parce que nous avons fauté envers notre frère. Alors, que quoi? Asher Aïnou Tsarat Nafsho, on a vu sa tsara et on n'a pas eu pitié de lui. Et c'est à cause de ça qu'il nous arrive une telle tsara. Et donc, on doit faire tchouva à cause de ça. C'est-à-dire, si on réfléchit, ça veut dire tout simplement qu'ils ne font tchouva que pour une cause extérieure à la faute qu'ils ont faite. Ils ne font pas tchouva profonde de leur attitude négative. Ils le font parce qu'il leur arrive une tsara. Autrement dit, je, je parle avec quelqu'un, je lui dis, c'est une personne qui a, je me permets de dire, qui a raté sa vie, il a tout loupé, tout, ça parle à ça, sa famille, son mariage et tout, et il fait tchouva à cause de cela. C'est bien, Shalom, pas question de dire que c'est pas bien. Il faut faire tchouva de toute façon, quoi qu'il arrive, le Rambam nous dit. Mais là, c'est son échec, l'échec de sa vie qui le pousse à dire, bon, bah là, on va essayer autre chose. Alors, on va devenir religion, on va s'investir dans Torah Mitzvot. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis que la vraie tchouva, c'est pas celle-là. Et Reuven voulait que ses frères fassent la tchouva amitit, ça veut dire réfléchir à ce qu'ils ont fait, pas parce qu'il est arrivé une catastrophe à la suite de leurs actions, mais tout simplement parce qu'ils ont mal agi. Ils ont fait cheshbon nefesh, ils ont fait le bilan de leur vie, ils ont fait le bilan de leurs actions. On a mal agi, on se reprend pas parce que nos mauvaises actions ont fait qu'il nous arrive une sarah extraordinaire. Pour reprendre mon expression, parce qu'on a raté sa vie, non. En tout cas, c'est pas la vraie raison amitique pour laquelle il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva parce qu'on s'est mal comporté. Et le mal s'en comporté, c'est se déconnecter, se détacher d'Hachem, se décoller d'Hachem. Et on fait tchouva pour se recoller à Hachem. Voilà, c'est ça. Là. Maintenant, il arrive parfois, effectivement, que je vous nous envoie des épreuves pour nous secouer. Oui, il faut dire merci, mon Dieu, pour les épreuves que tu m'as envoyées, grâce à laquelle il y a eu un choc et je me suis remis en question. Mais c'est la vraie remise en question qui est le Icar. Voilà ce que voulait obtenir Rouven de ses frères. Voilà la profondeur, donc la tchouva qu'il exigeait de ses frères. Et comme dit le Rambam, le vrai Baal tchouva, c'est celui qui n'est pas dans les conditions négatives qui l'ont fait chuter et qui quand même arrive à être mitgaber sur son terrain. Là, c'est la vraie tchouva. Il regrette vraiment ce qu'il a fait. C'est tout à fait indépendant, déconnecté des punitions que j'ai pu recevoir à cause de ça. C'est tout simplement parce que je me suis détaché d'Hachem. Il faut que je me rapproche d'Hachem. Voilà donc l'enseignement que le rabbi tire donc de ces quelques mots de la Torah. Un deuxième point que je voulais soulever, encore une fois, on est dans Hanouka, on va revenir, vous inquiétez pas, on va revenir dans les halachot, hein, c'est l'essentiel. En lola que je et là, mais bon, des jours qu'on vient de vivre avec les Horot et tout ce qu'on a pu faire à l'extérieur, tous les juifs qui ont pu allumer, toute cette lumière, cette simcha, cette joie qu'on a pu ressentir malgré les tsarots qui continuent à nous poursuivre, malgré cela. Donc on va dire, on est dans l'âge kafa. Je voulais soulever un deuxième point, ô combien encourageant, que le rabbi répète à de nombreuses circonstances et dans de nombreux actes maasim de la Torah, il glisse cette idée fondamentale. Vous savez tous que quand, dans un premier temps, Yosef a retrouvé son père, il a embrassé, il a dit Kriyat Shema. J'aurai l'occasion d'expliquer cette bizarrerie. Au lieu de prendre son fils, s'embrasser, lui dire combien il a manqué, il fait Shema Israël Hashem Echad. Ensuite, il prend son frère dans ses bras, Yosef, et les deux pleurent. C'est les frères de père et de mère. Les deux étaient les enfants de Rachel Imenu. Et Rachel nous apporte un pirouche. Pourquoi il pleurait? Il pleurait parce qu'il avait vu que un des Batémiques d'Achot, un des temples, serait détruit dans la portion attribuée à l'autre. Regardez les détails dans Rachid. Donc chacun a pleuré sur le Beth Amikdash qui allait être détruit chez l'autre. Comme on dit un mot moderne, ils ont montré de manière absolue l'empathie qu'ils avaient pour leurs frères. Ils n'ont pas pensé à eux-mêmes, à ce qu'elle allait détruire chez eux,
L'empathie, je préfère le mot en hébreu, la irpatiout, irpatle, irpatli, ça me touche, ça me fait quelque chose de voir qu'il manque à l'autre. Le rabbi, dans une autre sikha, il demande, mais enfin, il savait très bien, on peut irpati pour soi-même aussi, hein. On peut être empathique pour soi-même aussi. Certes, certes, certes. Mais pour soi-même, aïkar ou amassé. C'est pas un moment difficile. Le Beth Amikdash, une partie du Beth Amikdash spirituel se détruit chez moi, j'ai un manque, un problème, comme à chacun sa homme, miniot veikuvim, hein, les empêchements que tout le monde a, c'est comme ça fait partie du projet d'Hachem, que tout le monde passe des épreuves. Eh bien, je ne dois pas pleurer sur ça, je dois agir. Comment faire pour combler? C'est dur, certes, c'est dur. Aval les fum tsara gra. Selon la difficulté, on a la récompense. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pleuré sur le Beth Amikdash personnel qu'il avait. Alors, si ma maison se brise, bien sûr que j'ai envie de pleurer, mais non, je peux pas. C'est brisé, mais on va reconstruire, on sera encore mieux. Par contre, pour un ami, lorsqu'il a un manque, à ce moment-là, oui, tu dis, ah, on peut même réclamer Hachem, pourquoi, il ne mérite pas, etc. Il ne faut jamais dire ça sur soi, je ne mérite pas. Hachem, on ne sait jamais ce qu'on mérite et ce qu'on ne mérite pas. Mais sur son prochain, on peut dire, ouais, Hachem, il ne mérite pas. Regardez, il se comporte bien, il met tous les matins. Il fait du chesed, il va à la choule, les chômeurs Shabbat, il fait des études régulièrement, non? On peut réclamer pour autrui. Et on peut aussi pleurer pour autrui. C'est pas facile. Pas facile, hein, comme vous savez, quelquefois c'est plus facile, le Mfarshim le dit, de pleurer pour autrui que d'être bessimra avec autrui. Mais même un bessimra, le mariage d'un ami, il a une simra d'un ami, il la ressentir, qui fait avoir un plaisir que l'autre, il a un plaisir. Ah oui. Voilà ce qu'on apprend de Yosef à Tzadik et de son frère Binyamin. Ils ont pleuré sur l'autre, ils n'ont pas pleuré sur eux. Pour eux, il faut travailler. Dur, aussi dur ça va, je dois travailler. Mais pour l'autre, oui, je pleure pour lui, je me réjouis avec lui, je fais quelque chose pour lui, je prie à Dieu pour lui. Et ça, c'est ce que je dois faire pour lui. L'empathie, la irpatiout. Pour moi, j'agis. Voilà. Donc, ce sont des petits enseignements, des petits pics que le rabbi sait nous envoyer. Après, bien sûr, des longs développements dans la Shira, comme vous savez. Mais c'est des petits pics qu'il a l'habitude de nous envoyer. Donc, on va vivre avec ces petits pics. Le premier, c'est Rouven, il a montré à ses frères qu'est-ce que c'est la tchouva. On ne fait pas tchouva parce qu'on a des tsarotes, on fait tchouva parce qu'on fait tchouva, parce qu'on était loin de Dieu. Et on se réjouit, et on pleure. Oui, on pleure pour l'autre, mais pour soi, il ne faut pas pleurer. Revenons donc à nos halachot. Je vous rappelle que nous avions laissé donc les derniers shurim que nous avons faits. Bon, on a parlé de Hanouka, bien sûr, mais on a aussi parlé de la mlacha de Dash. Hein, Dash, je vous rappelle, c'est battre le blé. Et là, Shgacha Pratit a voulu que ces derniers jours, j'ai été consulté sur un point délicat de cette mlacha-là, que je vais partager avec vous. Dash, je vous rappelle, c'est battre le blé. Battre le blé consiste à séparer, à détacher, c'est pas borer, c'est pas faire deux paquets différents. On tape sur le blé, il y a un mélange, une fois qu'on a tapé ce blé, il y a un mélange entre l'épi et la graine et le grain. Donc on mélangeait toujours, on a tapé, quelquefois c'était des animaux qui marchaient dessus, ils marchaient dessus avec des gros poids afin d'écraser le blé, de telle sorte que l'épi se trouvait séparé, détaché du grain. Et ensuite on vannait, on jetait tout ça, le mélange au vent, et le vent faisait la séparation entre l'épi, la paille, des ballots de paille avec, du foin, toutes sortes de choses, nourriture pour les animaux, faire des toits de chaume, etc. Et puis il y a le grain qui était plus lourd qui retombait, puis on le prenait, puis on l'écrasait, on faisait du pain, etc., des gâteaux. Voilà donc la suite des mlachot. Donc on a la mlacha de Dash. La mlacha de Dash, elle se dispatche en plusieurs toldot. La plus classique, on en a parlé, c'est faire un jus de fruits qui est interdit, essorer un habit, avec la halakha difficile à vivre, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser des lingettes, parce que les lingettes, c'est comme une éponge mouillée, on n'a pas le droit d'utiliser, on appuie dessus, il y a le liquide qui sort. Faire une prise de sang, sortir le sang de son masloul, hein, de son circuit normal, c'est séparer de son circuit, c'est aussi une tolda de dash, de battre le blé. Donc on a plusieurs tolda de dash, et une aussi qui est souvent en afkamina, qui est souvent
une conséquence que l'on vit, hein, qui est fréquente, c'est le traire un animal est interdit. Donc, tous les problèmes qu'on a évoqués déjà, comment faire tout un animal le Shabbat, avec des machines, etc., ou une maman qui a besoin de sortir son lait pour donner un bébé sain et sur Torah. Donc, bon, je ne reviens pas sur tous les détails qu'on a dit. On peut utiliser des minuteries pour cela, et voilà. Donc, si vous avez des questions, vous les reposez sur ça, mais je ne veux pas revenir sur cela. Je vais revenir juste sur un détail, mais un détail qui fait comprendre la différence qu'il y a entre la malacha de Dash, on bat le blé, et la malacha de Borer, séparée, payée. C'est très proche, parce que finalement, quand on tape sur le blé, on sépare, bien qu'ils soient encore mélangés, mais on sépare les éléments. Alors, il est marqué dans les poskim que les kitniot, comme par exemple les petits pois, vous savez, c'est dans des cosses. Une cosse comme ça, on ouvre les cosses, il y a des 4, 5, 6 petits pois dedans. Eh bien, le fait d'enlever la cosse, le charvit en hébreu, cette cosse-là, enlever les petits pois des cosses, c'est la mlacha de Dash. Alors, vous allez me rétorquer, attends, j'ai le droit de prendre une pomme, une orange, et puis l'orange, avec les conditions de Borer que l'on va expliquer. Hein, vous connaissez les principes, que je résume là en passant. Miyad, Beyad, Ochel, Mitoch, obsolète. Avec la main et pas un ustensile de Borer. Miyad pour manger tout de suite, dans la demi-heure, et prendre le bon du mauvais. Bon, c'est les cladim, principe qu'on va re-exprimer une deuxième fois, on va faire Khazara là-dessus. Ça, c'est Borer. Pourquoi je ne dis pas aussi que quand j'ai une cosse de petits pois, avec des petits pois dedans, ben, quand j'ouvre la cosse et j'enlève des petits pois, ben, je suis comme Borer. C'est comme ouvrir une orange et prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Quoi le point de, de divergence, de différence entre extraire un fruit de sa coquille, un œuf, voilà, j'enlève l'œuf. J'ai un œuf dur, j'enlève la coquille. Et j'extrais l'œuf, ça c'est Borer. J'ai le droit de faire avec les conditions de Borer, pour manger tout de suite, etc. Mais extraire les petits pois de la cosse, c'est la marque de Dash. C'est quoi le point? C'est vraiment un point délicat que des poskim, le Kshot HaShulchan, Rav Chaim Naeh, un grand possèque Chabad, chassid du Rabbi Arias, il donne une explication, bon, il rapporte des Mekorot là-dessus, il donne une explication, c'est que la différence, c'est que lorsqu'on vous amène une orange, et vous l'épluchez, vous ne finissez pas la mlacha. La mlacha de cueillir la pomme, elle est finie. Et la manière d'être mangé, c'est d'être présenté avec sa peau, sur l'épluchure, et qu'on épluche avant de consommer. Par contre, les petits pois, on n'a pas l'habitude de présenter table, d'Écosse, et qu'on ouvre, et on prend les petits pois qui sont à l'intérieur. C'est un travail qu'ils aient dans les champs, dans le sadé. Après avoir coupé, avoir maçonné, etc., eh bien, on extrayait ces petits pois, ces kitniotes de leur coche, de leur. Donc, c'était la fin de la mlacha, c'est la dernière mlacha pour arriver à ces petits pois qui ensuite seront vendus et consommés, etc., mangés. Donc, la différence entre Borer et Dash, c'est que Dash se fait dans les champs, ne se fait pas immédiatement avant la consommation. Donc, ça s'appelle Dash, battre le blé. Comme le blé d'ailleurs, ça se fait dans les champs, on ne bat pas le blé avant de consommer à table. Et donc, si vous avez, je vous présente un jour des cosses de petits pois, ouvrez des cosses de petits pois et les manger, c'est interdit. À cause de ça, se pose la question suivante. D'abord, avant la question, encore un cas. Vous avez des amandes. Vous savez que les amandes, ils ont une peau verte, hein, des amandes fraîches, une peau verte comme ça. Ces peaux vertes, à part quand on vient de cueillir les amandes, c'est une saison comme ça, on a ces fameuses amandes, elles sont blanches d'ailleurs, hein, elles sont fraîches, elles sont blanches. Il y a la grosse coquille verte, et ensuite il y a une espèce de petite peau bon, qui recouvre l'amande. Puis on enlève, certains les font griller, etc.
Mais cette grosse peau verte, à part en saison, on vous les achetez comme ça, dans l'immense majorité des cas, elle est enlevée, elle est séparée de l'amande dans les champs, dans les usines, bien avant d'être posée sur votre table. Donc, c'est bien de savoir cette chose-là, c'est indique clair dans le Shulchan. Si un jour vous achetez ces amandes fraîches, pendant la saison, il n'y en a pas beaucoup, hein, dans la saison, on trouve en général, il ne faut pas casser cette grosse peau verte juste avant la consommation. C'est interdit. Parce que le DRR, c'est d'être fait dans les usines, dans le champ bien avant, donc c'est dash, interdit. Vous avez aussi l'équivalent dans les noix, par exemple, des noix. Bon, de nos jours, on n'achète jamais des noix avec la coquille et le brou de noix. Vous savez que sur l'arbre, vous avez la noix qui est dans la coquille dure, et cette coquille dure, elle est entourée avec une espèce de peau qui s'appelle en français le brou, B-R-O-U, le brou de noix. D'ailleurs, ce brou, on le prend, on en fait des couleurs. Bon, parfois, je ne pense pas qu'on en fait comme ça. Maintenant, on a dû trouver des moyens artificiels de voir de la couleur, mais on faisait de la couleur. Les meubles étaient teints comme ça avec du brou de noix. Eh bien, cette peau-là, si vous avez un noyer, maintenant j'avais un noyer à la maison, donc on pouvait cueillir ces noix avec le brou de noix. Eh bien, si on présentait ça à table, c'était interdit d'enlever le brou de noix. Parce que ce brou de noix, le derrière, c'est d'être enlevé dans les champs, dans les usines. Et ce qu'on vous vend, c'est jamais la noix avec pratiquement jamais avec le brou de noix. Donc c'était aussi la mlacha de Dash. Encore un cas pour bien vous expliquer, hein, que je rentre un peu dans l'explication aujourd'hui parce que c'est des choses délicates. Les poskim se posent la question suivante pour les cacahuètes, l'arachide. Maintenant, on achète beaucoup, beaucoup de cacahuètes sans peau du tout. Certains achètent des cacahuètes grillées, et il y a la peau marron dessus. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure dans le marcha de Zoré. Zoré, c'est le vannet. On enlève cette espèce de petite peau marron. Mais très, très souvent, avant d'en jette pas. Ça, enfin, ça se trouve en tout cas, de moins en moins, hein, les gens sont feignants de nos jours, on achète des cacahuètes épluchées. On achète des fois des gros, gros paquets comme ça, où les cacahuètes sont dans une espèce de coquille un peu dure, et on ouvre la coquille, et il y a parfois deux, parfois trois, quelquefois même quatre petites cacahuètes à l'intérieur. Donc les poskim se posent la question, est-ce que cela va ressembler à la cosse des petits pois? C'est-à-dire, est-ce que c'est le derrière de manger les cacahuètes avec cette peau, comme une orange, on sert l'orange avec sa peau, et donc enlever cette grosse coquille, c'est enlever la coquille d'un œuf, enlever la peau de l'orange. Ou bien non. L'immense majorité des cacahuètes de nos jours s'achètent comme ça, sans cette grosse peau. Donc cette grosse peau s'enlève dans les usines, s'enlève dans les champs. Et donc ça, il y aurait la mlama de Dash. Grande chose. Sachez que certains interdisent précisément d'enlever cette grosse peau parce qu'ils disent que c'est plus du tout le derrière de nos jours. Autrefois, peut-être, on mangeait que les cacahuètes comme ça. Hein, et de nos jours, ça s'achète déjà épluché, ça s'épluche comme ça dans les usines. Bon, je vous rassure quand même, hein, j'ai recherché dans les Poskim Maneno, le Makor est rappelé dans un livre qui s'appelle Ochot Shabbat, au nom de Chazonish, que lui, il était Mekil dans ça. Il disait, bon, que, sauf quoi de sauf, beaucoup, beaucoup de gens continuent à manger ces cacahuètes en question avec la grosse peau. Hein, ça fait beaucoup de saleté, mais bon, souvent on aime bien ça, l'éplucher, la craquer et puis la manger comme ça fraîche. Donc ça reste un petit peu ressemblant aux oranges et aux pommes, où c'est le derrière d'enlever la peau juste avant la consommation et pas dans les usines. J'espère que vous me suivez, hein, c'est délicat hein, ce que j'explique ce soir. Ce qui m'a amené à tout ce développement, c'est une question qui m'a été soumise cette semaine. Alors on m'a amené un paquet comme ça avec des espèces de fruits comme ça. C'est une cosse, et à l'intérieur de la cosse, il y a deux ou trois petits grains comme des fèves, petites fèves comme ça. C'était quoi? C'est marqué soja. Apparemment, c'est des graines de soja. Mais ça se présente, vous achetez des paquets comme ça, et on en trouve de plus en plus sur les tables, même dans les réceptions, j'ai vu ça. Des gens qui aiment bien ça, donc,
et ils enlèvent ces petites fèvettes là. Alors la question se pose encore. Est-ce que ça ressemble à la côte de petits pois et ça serait assaut? C'est Dash? Ou bien non? Maintenant, c'est devenu le derrière de manger comme ça cette cosse juste avant la consommation. On vous présente de plus en plus sa table comme ça, et puis ça se mange comme ça tout de suite, comme une pomme qu'on épluche avant la consommation, ainsi de suite. Alors, je vais vous donner mon opinion. Je n'ai pas trouvé encore cette halakha écrite, mais il me semble qu'on peut comparer donc ce cas-là au cas des cacahuètes avec la grosse peau. Et que je dis, il y a une aura du Razonich de dire que bon, c'est encore le derrière d'être mangé comme ça juste avant la consommation. Et donc, pareil aussi, ces espèces de cosses de soja, c'est pareil, ça devient de plus en plus maintenant le derrière d'être présenté à table comme ça, donc ça se mange juste avant. Et pas, on n'achète pas les fèves de soja déjà épluchées. Ça existe bien sûr, mais ça existe encore un derrière d'être mangé avec d'être acheté, pardon, avec la grosse cosse. Carnirelli, comme ça, il me semble. Et il y a une autre svara, notre logique amenée dans les poskim qui disent que des fruits qu'on a l'habitude de manger comme ça un par un, ça ne ressemble pas beaucoup à la mlacha de base de Dash. De Dash, c'est battre le blé, c'est bon, c'est en grosse, grosse quantité. Mais quand on les prend, comme les cacahuètes, comme avec la grosse peau, bon, c'est une par une. Ces cosses de soja, c'est aussi, ça se mange une par une. C'est pas le derrière de la mlacha. Dans les champs, c'est en grosse, grosse quantité. Il y a deux svarot que j'ai vus dans les poskim et qui permettent. Bon, je vous résume donc ce que je suis en train de dire. Je dis jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire, euh, il me semble que on peut permettre, donc, si un jour un Shabbat on vous présente comme ça des petites cosses, et à l'intérieur des petites graines, et que ça ressemble à des petites cacahuètes comme ça, c'est du soja en fait, comme d'après les renseignements que j'ai eu. Alors ça, c'est des graines de soja. On a le droit de les éplucher comme ça parce que c'est un petit peu comme une orange qu'on a l'habitude de consommer juste avant, qu'on a l'habitude d'éplucher juste avant la consommation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Bonsoir, Rav. Bonsoir, je vous écoute. Tout ce qui est pépites et comment ça s'appelle le truc qu'on pas les cacahuètes, il y a les pépites, vous voyez, c'est quoi les glibettes là? Pépite, les glibettes, oui. Ouais, et il y a Oui, oui, il y a les les noirs, il y a les pistaches, noirs, il y a les noirs, oui. les pistaches. Alors, les pistaches, je pars de la halakha maintenant, hein. Bon, tout à l'heure, je vais parler qu'il y a un mina krabaz là-dessus, on en parlera. Mais les pistaches, comme les cacahuètes, pardon, comme les glibettes dont vous parlez, donc ce sont des grains de potiron, ou bien les petites noires, ce De sont tournesol, je crois, de tournesol. tournesol, voilà. Tout ça, le derrière, c'est certain qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui achètent ça pour les éplucher juste avant de les consommer. Pas forcément que ces glivettes en question, on les épluche dans les usines et on vous amène la glivette épluchée. Au contraire, ça se vend beaucoup comme ça avec la peau, parce que ça fait partie du plaisir de consommer la chose. Donc, comme c'est l'habitude d'être épluché avant la consommation, c'est comme une orange. Donc, il faut que ça remplisse les conditions de Borer, à savoir que vous le faites pour la consommer tout de suite et avec la main. Bon, de toute façon, on n'utilise pas un ustensile pour cela, donc on a le droit de prendre. Les Ah, petits ok. graines de tournesol, les graines de potiron, si on a le droit, tout ça on a le droit parce que tout ça, ça reste dans le guéder, dans la Ça reste définition donc la même idée. dans Borer. C'est pas la mlacha de Dash, vous voyez? C'est pas la mlacha de Dash, donc ça c'est permis. Maintenant, pareil aussi pour les pistaches. Les pistaches, il y a un autre problème pour les pistaches, c'est pas l'akha, c'est moutard. C'est moutard, l'akha c'est moutard, il n'y a rien à dire. Sinon, on a dans Admor Hazaken, dans son sidour, à la fin de son sidour, il a donné quelques halakhot sur lesquels il est marmire. Il parle des noix. Il dit les noix, il faut s'abstenir de les manger Shabbat, si on ne les a pas épluchées avant, bien sûr. Tout simplement parce qu'il y a deux chachachot. Il y a un chachach de borer, il y a un chachach de mouktsé. Parce que la peau en question, une fois que vous l'avez épluchée, elle n'est mangeable par aucun animal dans, avec lesquels on vit. Ouais, peut-être des autruches et tout, mais on n'a pas d'autruches dans le coin. Ouais. Et il faut que ce soit mangeable par des animaux qu'on a, un chat, un chien, vous voyez, des chats Comme qui l'œuf, sont. la clipa de l'œuf aussi, elle est bouxée, la même chose, non? Et à cause de ça, c'est exactement.
Donc, à cause de ça, demande à Ken, il est marmire. En plus, il y a Borer parce que à l'intérieur de la noix, vous savez, c'est mélangé. Une fois qu'on a enlevé le fruit, il faut encore éplucher, enlever Décortiquer. voilà, décortiquer. Donc, à cause de ces deux rachachot, il est marmire. Alors, beaucoup s'interrogent pour savoir ces pistaches. Il semblerait qu'il n'y aurait que le problème de Mouktsé. Mais le problème de décortiquer, non, parce qu'une fois que vous l'avez ouverte, ça y est, il y a que le rachage de Mouktsé et pas le rachage de décortiquer. Bon, mais je ne vous cache pas que j'ai pas la force de prendre sur moi d'être matir, parce que peut-être qu'Admor Azaken, avec une seule raison, ça lui suffit pour être marmire. C'est vrai qu'il en apporte deux, mais à Dayom, je n'ai pas trouvé une preuve qu'avec une seule raison, peut-être on va trouver, hein, Baruch Hashem, hein, El Metamidrash Bedochidouche, des fois on trouve des choses nouvelles, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé une preuve qu'avec une seule raison, il serait Mekil. Qu'il faudrait les deux raisons pour être marqué, et Mouktsé et le Chachash de Boréa. Donc, je conseille aux gens de s'abstenir, quoi. Pour les pistaches, les noix, c'est marqué clair. Hein. Il faut être marqué, ça c'est clair. Je parle de Chabad encore une fois, hein, Minak Chabad, de Ah, Zekel. Voilà. Maintenant, pour les autres, je suis en Safek, et donc dans le Safek, je suis marqué. Voilà. merci. Voilà. Autre question? Pas d'autres questions? Alors, euh, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez m'arrêter quand vous voulez, hein, de toute façon. Hein, c'est des questions, il n'y a aucun problème. On continue donc notre, notre Chazara sur les Mlachot, dont on l'ordre. On est arrivé à battre le blé. Je vous ai dit juste après battre le blé, il y a projeter tout ça au vent. Et en français, ça s'appelle vanner. Vanner égale jeter au vent. Vanner de la chaîne vent. Alors, donc, lorsqu'on projette un mélange comme ça au vent et que le vent fait le birou, le vent fait la séparation entre l'épi et le grain, c'est une manra de la Torah. Bon, je vais aller passer directement à l'essentiel, à savoir en quoi ça peut toucher notre quotidien hebdomadaire, si j'ose dire. Ça peut gêner le Shabbat, projeter quelque chose au vent, comment ça peut arriver, cette chose-là. C'est pas dit que ça puisse pas arriver. Imaginons par exemple que vous avez un mélange, on est écrasé des cacahuètes, etc. Et vous avez les cacahuètes mélangées avec la petite peau marron là. Et bien souvent, pour se débarrasser de ça, on peut souffler dessus. Faites de souffler dessus, donc vous utilisez le vent pour séparer la cacahuète, l'arachide elle-même, de la petite peau marron qui est autour. Donc ça, c'est interdit. J'ai vu faire, hein, j'ai vu des gens qui achètent donc cette. C'est intéressant, j'ai parlé tout à l'heure des cacahuètes dans la grosse cosse. Ils enlèvent la grosse cosse, la grosse clipa, et puis ils sortent deux, trois cacahuètes avec la petite peau marron. Vous avez cette peau marron dans la main, on a toujours le réflexe d'appuyer un peu dessous pour décoller donc cette peau marron. Et puis une fois que tout est décollé, c'est dans votre main, c'est tellement facile de souffler dessus pour se débarrasser de cette petite peau marron qui est très légère. Et bien ça, c'est Dash aussi. C'est Zoré, pardon. C'est un marquage de Vanet. Il y a un petit Massim hein, qui parlait comme ça, pas grand-chose, et puis Shalom peut être amené à transgresser. Et là, on a vraiment la kavana avec le souffle de notre bouche, à séparer donc cette clipa de la cacahuète. Donc faites bien attention de ne pas être amené à faire cette chose-là. Où c'est que cette narras est élargie, je vais dire. Alors, j'étais en train. Allez-y. Voilà. Alors, j'étais en train de vous dire que donc, pour élargir donc cette narra, il y a un Yerushalmi qui dit que bien que dans les explications que j'ai données, il ressort que le souffle fait une séparation entre l'épi et le grain. Donc c'est finalement quelque chose qui amène à un birou, un thé, quoi, une séparation. Et Yerushalmi élargit donc la définition et il estime que lorsque vous avez un élément que vous pulvérisez comme ça au vent,
alors qu'il n'y a strictement aucune séparation, il n'y a pas deux éléments séparés, quelqu'un qui crache au vent, voilà. C'est un zorek la roi, voilà. C'est un ramadan, je crois, dans le rapport. Hein, à Rokek la roi, celui qui crache au vent, il est chayav à cause de Vanet. Bon, je ne vous cache pas que c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est une grande discussion des poskim, mais c'est Mouva Beshulchan Aruch. Beaucoup de poskim disent que non, que le Talmud Babli et Cholek n'est pas d'accord avec ce Talmud Yerushalmi, parce que Vanet, finalement, le but de Vanet, c'est arriver à séparer l'épi des grains, hein, séparer deux éléments, mais si c'est pulvériser le même corps, hein, non, c'est pas la mlacha. Cependant, beaucoup sont marmérim. Par exemple, à Pessar, si on veut faire bio Hames, quelquefois, on a trouvé du pain à Pessar. Si on prend du pain, marqué dans le Aruch, le bio Hames, on peut le faire en zoré laroir. On l'écrase et on les zoré laroir. La moed, on peut faire comme ça. Vous allez trouver du pain, des biscottes, vous pouvez les écraser complètement et vous jetez de ça au vent. Ça s'appelle bio Hames, comme si vous l'avez brûlé. Une autre manière que de faire le bio, sans brûler, c'est de zorer la roi. Certains pensent que Yom Tov c'est interdit parce que c'est la mlacha, ou Shabbat aussi, c'est la mlacha de Zoré, voyez, parce qu'on pulvérise comme ça. Bon, c'est toute une discussion. Il semblerait que dans le Chod Pesach, Admor Zaken les méquilles dans ça, mais en tout cas, dans Shouanaouk, il ramène qu'il ne faut pas donc cracher, donc sortir des postillons de sa bouche. D'autres cas, on évite aussi, si vous devez secouer, disons, vous avez votre nappe, il y a beaucoup de miettes de pain et de gâteau dans votre nappe, et par votre balcon, vous voulez secouer, en supposant qu'il n'y a pas un problème de portée, ou il y a un hérouf dans la ville, ou bien vous voulez secouer dans votre jardin. Il n'y a pas un problème de portée, eh bien, secouez votre nappe avec toutes ces miettes, bien que finalement, je ne sais pas rien, je ne fais que disperser, voilà, je cherche le mot, disperser ces morceaux de pain, ça ressemble à la mlacha de Vanet, et donc il faut s'abstenir. Ou si vraiment vous voulez le faire, ben vous devez juste laisser votre nappe se dérouler toute seule, mais sans la secouer, de telle sorte que ça ne va pas se disperser, se pulvériser au vent. C'est une chouma, mais c'est une chouma qu'il faut faire. Niur Mapa, ça s'appelle. Pour finir, donc, une discussion dans les poskim, est-ce qu'on a le même problème quand on utilise un vaporisateur quelconque? Hein, la cuisine, il y a des odeurs de cuisine, on ne voudrait pas vaporiser une bonne odeur, etc. Finalement, c'est un petit peu le même effet que Roquette Laroire, que celui qui crache au vent. Finalement, il y a un liquide comme ça qui se répand partout. Bon, on pourrait penser que ça ressemble à Vanet. La majorité des poskim sont méquilles dans ça. Je pense qu'on peut être méquille dans cela. Tout simplement, c'est que en fait, quand vous le faites à la maison, il n'y a pas de vent. Alors certes, on a trouvé un système qui a une bombe comme ça. En fait, c'est du liquide à l'intérieur de la bombe, et puis en appuyant, ça se gazéifie, quoi. Mais comme il n'y a pas un vent extérieur, donc il ne faudrait pas le faire s'il y a un courant d'air chez vous. Mais s'il n'y a pas de courant d'air, donc on pourrait comme ça pulvériser, utiliser un produit donc, qui va embaumer votre cuisine ou les endroits où les odeurs ne sont pas favorables. Voilà. Donc, atazat, chomer metaher, comme ça disait Poskim, donc pulvériser des produits qui sont métarim, qui purifient, qui donnent des bonnes odeurs, cela est permis. En vous rappelant que c'est dans l'air, hein, parce que mettre une odeur sur un habit est interdit. Hein. Ça s'appelle molid recha, c'est interdit. On aura l'occasion de parler de cela. Il y a sur le corps seulement, on peut mettre une femme peut se parfumer, et j'ai eu l'occasion de vous dire, c'est seulement si elle s'est parfumée avant Shabbat et qu'elle a encore un espèce de résidu d'odeur de ce qu'elle a mis la veille, et donc elle ne fait que rajouter un petit peu, ça c'est permis. Mais si elle n'en a pas mis du tout la veille, on s'abstient. C'est le psaque du Admorazaken. Voilà donc. Voilà donc la fin de cette mlacha de Zoré. On va donc maintenant, on n'aurait pas beaucoup de temps, on a été retardé un petit peu. On va donc parler maintenant Je d'une vous autre. laisse le temps, Rav Zerbib, hein. Prenez Pardon? votre temps. Prenez votre temps.
D'accord. On n'est pas pressé, c'est bon? Alors ça va. Non, là, on n'est pas pressé. Bon, comme vous avez très bien dit, Gérard, alors on sort de la fête des Lumières et on a un problème d'électricité. Et bon, c'est comme ça. Méniot des Kouvim, ça c'est un très grand enseignement pour nous, très 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 grand, immense enseignement pour nous. C'est que les Méniot et Kouvim ne doivent pas être méakev ce que l'on fait. C'est tout. On vit avec les empêchements, on vit avec les, on va dire un mot populaire, avec les galères. Et la force du juif, c'est malgré les galères, on rebondit tout le temps et on réussit avec le dur. Voilà. Faut faire et tu réussis. Pense bien et ça sera bien. Alors donc, on va venir maintenant à une mlacha beaucoup, beaucoup plus shachriar, c'est fréquente, c'est la mlacha de Borer. Il faut vraiment prendre des habitudes à la maison pour ne pas être confronté à ce problème de Borer. Je vais déjà vous dire en vrac des cas qui pourraient arriver vraiment avant de rentrer dans tous les principes et donner un CDR, de catégoriser. Prenons quelques exemples de Borer. Une maman qui dit à sa fille, s'il te plaît ma fille, dresse la table. Dresse la table de bonheur, de telle sorte que quand la famille, quand les enfants et le papa vont rentrer de la choule, la table est prête. Voilà, et ben la fille, il n'y a pas de problème. Sur l'évier, dans la cuisine, la vaisselle a été vendredi soir. Et puis on l'a laissé sécher sur l'évier, sur le travail, sur l'évier. Donc tout est mélangé. Cuillère, fourchette, couteau, petite cuillère. Tout est mélangé. Et puis, donc, la fille, elle fait Kibbout Abahem Baruch Hashem, elle est sa maman, on a demandé de dresser la table. Dans le tas de vaisselle mélangée, elle prend un couteau, une fourchette, une cuillère, et elle le met à la place de papa. Pareil, fourchette, couteau, cuillère, à la place de maman. Et de chaque enfant et de chaque invité. Eh ben, elle transgresse l'interdiction de Borel. Pourquoi? Tout simplement, comme on a pu l'expliquer, pour éviter Borel, pour que l'acte que je fais soit interprété comme un acte qui n'est pas un acte de Borel, qui est un acte qui n'a rien à voir avec la Malacha, il faut répondre à 3 conditions. Et une des conditions, c'est que le tri que je fais, j'en tire profit immédiat. Dans la mesure où j'en tire un profit immédiat, donc ça veut dire que je m'éloigne de cette mlacha de Borer, c'est vraiment on veut faire 2 tas pour le futur. Mais dans la mesure où je le fais maintenant pour consommer tout de suite, hein, j'ai des fruits mélangés. Hein, j'ai des fruits mélangés. J'en prends un, je le mange. Alors, je suis en train de trier du fruit avec ce qui reste autour, mais pas du tout. Je suis en train de prendre un fruit. Dans la mesure où je le mange tout de suite, c'est interprété comme un acte de manger, pas comme un acte de tri. Elle avait, toute la famille était autour de la table et qu'elle va mettre couteau, fourchette, cuillère à la place de chacun, est en train quelque part de trier, mais elle le fait pour la consommation, pour l'utilisation immédiate. Tout de suite, tout le monde est à table. Mais si elle fait ça à 11h du matin, et papa il rentre à midi ou 1h de la choule, donc en fait, elle a fait un tri. Et par groupe de 3, elle a fait des petits groupes de 3 comme ça. Elle avait un grand mélange et elle a démélangé, elle a enlevé le mélange. Et pour une consommation, une utilisation tardive, 1 heure plus tard. Ça, c'est un acte de Borer qui est interdit. Très fort, mais il faut le savoir cette chose. Alors, vous allez me dire combien de temps avant? Bon, beaucoup de poskim estiment, en fait, les mots marqués, c'est Samour la Seouda. Et Samour la Seouda, dans plusieurs dynimes, le temps avant de se mettre à table, etc., Samour la Seouda, c'est évalué à une demi-heure à peu près. Donc, si la fille, elle veut préparer la table, elle doit le faire dans la demi-heure qui précède la consommation. Alors, vous allez me poser un tas de questions, et si le papa est attendu à 13h, il arrive à 13h30, on verra toutes ces questions. En l'occurrence, c'est pas grave. Elle est dans la demi-heure supposée avant l'utilisation. Supposée. Bon, donc, pour être dans sa tête, ça s'appelle l'utilisation immédiate. Maintenant, s'il y a un honnête quelconque et la famille rentre un peu plus tard, c'est pas grave, vous voyez.
Un autre cas Alors, qui me vient comme ça, vaut mieux à ce oui, moment mettre les couverts, ce qui est mélangé à la dernière minute, quand le ah, papa il arrive. absolument, ça c'est le mieux. Mais vous savez, Gérard, très souvent, la maman, il y a des mamans très très nerveuses, elles sont pas tranquilles tant que la table est pas dressée, etc. Ça, c'est de ça que je parle. Mais c'est sûr que le mieux, c'est d'attendre que la famille soit à la maison et puis tout de suite, dès qu'ils rentrent, elle met la table. Bon, mais bon, comme vous savez très bien, il y en a qui sont très McPete, que tout soit prêt, dès que la famille rentre, elle se met à la table, etc. Mais vous avez raison. Un autre cas qui s'est présenté au séminaire, c'est un vieux cas, hein, c'est un cas que je rapporte très souvent. Il y avait une fille très très sérieuse, donc elle était ménalette là-bas, et elle préparait une salade de fruits. Donc elle prenait des fruits, les épluchait, coupait, elle mettait un peu de sucre dedans, et on mangeait ça au repas du midi Shabbat. Mais comme c'était une fille zarise, hein, très zélée, elle était macpile à arriver à la choule à l'heure, faire la file avec tout le monde, très très bien. Mais pour que tout soit bien, donc elle se sentait obligée de préparer sa salade de fruits avant d'aller à la choule. À 8 h du matin, à 9 h du matin. Puis là, la jour, là, tout le monde rentre à midi, midi et demi, là, on mange là. Alors un jour, je lui ai demandé, mais attends, tu as épluché des fruits? Il y avait des kiwis, il y avait des oranges, je les ai épluchés. Oui, oui, mais j'ai le droit. On a le droit d'éplucher, certes. Donc j'ai épluché, puis j'ai coupé les fruits, j'ai fait la massage de fruits. Mais tu les as épluchés le matin à 9 h du matin, sachant que la consommation, c'était à midi ou 1 h. Donc il manquait encore une fois, comme le cas de la vaisselle dont j'ai parlé, la condition de Samour la Seouda. Comme ça manquait la condition de Samour la Seouda, donc c'est Borer, c'est le nom, Rameau. Alors qu'elle avait bien fait attention, elle dit je n'ai pas utilisé un épluche légumes, j'ai utilisé un couteau, etc. Mais dans les trois conditions qui permettent l'acte de Borer, parce qu'il sera interprété comme un autre acte qu'un acte de Borer, il manquait la condition de Miad, ce que j'appelle Miad dans mon résumé. Payad, Miad, Ochemitor obsolète. Pas Miad, tu l'as fait le matin, pour consommer 2 3 heures après. Et ça, souvent, on oublie. On oublie cette condition que, bon, on peut le faire, mais avant la consommation. Voilà, c'est des cas qui me viennent en vrac. Beaucoup de très, très nombreux poskim me disent que même dans les livres, il y a Borer. Dans les livres, quelquefois, à la fin de la choule, à la fin de la tuila, les gens mettent les livres les uns sur les autres, les chumashim avec les sidourim, avec les chitat, et avec les télim, tout ça les uns sur les autres, et puis quelqu'un est chargé de tout ranger. Tout est mélangé. Je parle bien que tout est mélangé. Tout est mélangé. Et ben, et Mosser Nefesh, ce jeune, il veut que la choupe soit bien rangée. Ben, il prend les machines, il les range en place. Il prend les sidourim, il les range en place. C'est un problème de borer. Parce qu'il est clair que quand il les range, c'est pas pour qu'ils soient réutilisés dans la demi-heure qui suit. En général, quand on les range le matin, c'est pour qu'ils soient réutilisés à Mincha. Dans notre cas, vous voyez. Donc, compte tenu de cela, il faut bien, bien faire attention, quand on range les livres, de le faire de manière permise. Alors ça, je reviendrai comment faire de manière permise. Bon, j'ai envie de vous dire, le gros Mahmir, c'est qu'il prendra chaque livre, il lira 2 3 mots dans chaque livre, après il le range. Parce que dès qu'il lit 2 3 mots, il a fait mitzvah, donc il a pris le livre pour une consommation immédiate, une utilisation immédiate. Bon, ça c'est déjà compliqué, s'il y a ça, il va ranger. Oui. Razarbib, si c'est dans une choule, si c'est un goy qui le fait. Ah, ça c'est un gosse, c'est autre chose. C'est un gosse, c'est autre chose. Un goy, Oui, si c'est un gosse, c'est autre chose, je disais. Si c'est un gosse, c'est autre chose, pour diverses raisons. parce qu'Achayamushka, c'est celui qui s'occupe du ménage, Ouais. qui range les livres après la tuila du matin. Oui, alors, je vais vous dire, mais bon, c'est bien, bon, on va finir avec cette halakha que vous demandez, c'est intéressant ce que vous dites. De manière générale, on tient que quand un goy il a fait une halakha pour nous, une halakha de la Torah, on n'a pas le droit de profiter. C'est un goy, je sais pas, il cuit, voilà, il chauffe de l'eau, hein, ça arrive, hein, c'est très bien, hein, il chauffe de l'eau, il a brancé le kumkum, on n'a pas le droit de prendre cette eau. S'il a fait un Issour Torah, s'il a fait un Issour Torah, on n'a pas le droit de profiter de ce Issour. Maintenant, voilà, il a fait un Issour, il a fait Borer. Il a été Borer, il a rangé comme ça le matin, il a tout rangé. Alors, sachez que lorsque c'est une svara qui est discutée dans les poskim, mais par un goy, on peut être mekil, parce que par un goy, n'oubliez pas, c'est au pire, c'est un Issour des rabananes. Ça devient comme un safek des rabananes, la coula.
étant donné qu'il y a un moyen permis de ranger ces livres, il y a un moyen permis. J'aurai l'occasion d'expliquer comment. Ne serait-ce que parce qu'ils auraient pu être rangés une demi-heure avant le mincha, vous voyez. Il y avait une manière, le résultat que j'obtiens, hein, c'est un résultat que j'aurais pu obtenir de manière permise, si je l'avais fait aux bonnes heures, etc. Contrairement à la nourriture qu'on a cuit, le résultat on a cuit un poisson, ben, il n'y a aucun moyen permis de cuire un poisson. Donc si le goy vous cuit un poisson, vous ne pouvez pas le manger. Vous voyez. Par contre, borer, comme d'autres melachot d'ailleurs, comme on verra aussi dans Tochen, écrasé, il y a des moyens d'obtenir une trina permise. Vous voyez. Si on est Tochen avec un chinouille, etc. Donc il y a des cas, hein, on en a parlé déjà. Si on est Tochen, on écrase avec le manche de la cuillère, c'est permis. Donc le résultat d'avoir un légume écrasé, c'est un résultat qu'on peut obtenir de manière permise. Donc si le goy le fait, puis on peut en profiter. Pareil pour Borer. Borer, dans la mesure où on aurait pu ranger cette choule de manière permise, si le goy le fait de manière interdite, c'est déjà plus notre problème. Alors, on a déjà parlé de cette svara, on la voit dans la. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu. On la laisse faire la vaisselle comme elle veut, avec l'eau chaude, avec les éponges, etc. Parce qu'en fait, on peut obtenir une vaisselle propre sans passer par les éponges et l'eau chaude. Voyez. Voilà l'idée. Donc, par le goy, effectivement, c'est permis. Voilà, on a repris. Donc, on va continuer le Hashem, donc notre cycle de Melachot Shabbat. Donc, on a repris les Kochot de Hanouka. Au Hanouka, on était dans l'obscurité totale. On a éclairé l'obscurité totale. On va continuer les 4 coudées de la halakha Bezat Hashem. Rav, juste une seconde. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, ça m'a fait penser. Vous savez, le vendredi soir, on met rien sur la table tant qu'on n'a pas fait kidouche. C'est quoi? C'est un minac, ça? Ou on met pas d'assiette ni rien ça vient d'où ce... C'est des minagim, ça. Je ne vous cache pas que je. Bon. Il y a une coupure là. Vous nous entendez, Rav Zerbib? Bon, je crois qu'il y a un coupeur de réseau. Voilà. Vous êtes là, Rav Zerbib? Ça a coupé là. Ouais, c'est votre C'était réseau. là, ça a Donc, coupé tout à fait. Qu'est-ce que vous dites? Michael, vous posez une question. Vas-y, Michael. Non, juste vous demander, j'ai pas entendu la réponse par rapport au vendredi soir qu'on met rien sur la table tant qu'on n'a pas fait kidouche. Non, 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 je vous l'ai dit, il y a des minagim comme ça, et il y a des minagim d'Afka le contraire. Maintenant, d'Afka le contraire, qu'au contraire, ils mettent à la table. Maintenant, si vous savez la raison, c'est peut-être à Pikabala. Blinéder, je vais jeter un coup d'œil, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine, sur la raison de ce minag-là. Ok, D'accord? Vous merci avez beaucoup. entendu? Ouais, j'ai entendu, Voilà. merci beaucoup. Allez, Kol Tov, Shavua Tov, Merci. Shavua Tov, et Watov. voilà. Kol Tov. Allez, au revoir.